Pardon? Le micro. Alors, je vais vous parler de tzedek. Tzedek, c'est l'équivalent hébreu du mot justice, mais tzedek et justice ne sont pas des traductions exactes. Au contraire, le sens, le contenu du mot justice et le contenu du mot tzedek sont complètement différents. Quand je parle de justice en français, je parle d'abord d'une vertu. La justice est une vertu. Je parle aussi éventuellement d'une institution, comme on dit le ministère de la Justice ou l'administration de la justice. Et la justice en français, c'est aussi un lieu. Un lieu comme par exemple le palais de justice. Voilà. Donc, voilà un peu comment on perçoit le mot justice en français à travers ces trois approches. Je crois que c'est peu dire qu'en France, en ce moment, la justice est dans une crise gravissime. Elle est dans une crise gravissime parce que, simplement, les Français, nous n'avons plus confiance dans notre justice. Et non seulement les Français n'ont pas confiance dans la justice, mais les praticiens de la justice, c'est-à-dire les avocats qui connaissent la justice, n'ont pas confiance dans leur justice. On peut dire que dans le monde professionnel, dans le monde des avocats, la confiance dans les juges, dans la justice qui est rendue, est extrêmement atteinte. Je ne parle pas des grandes affaires telles que l'affaire Gisèle Halimi. Je ne parle pas des dysfonctionnements du pôle financier. Je ne parle pas de toutes les affaires qui sont des affaires connues sur la place publique, mais je parle de la justice dans la vie quotidienne. Les Français n'ont pas confiance dans leur justice. Comment auraient-ils confiance si, en France, on accepte, écoutez bien, parce que c'est vraiment, pour moi, à mon sens, et je ne sais, vous partagerez ou pas mon sentiment, c'est pour moi le sommet de l'erreur quand, dans notre pays, des magistrats peuvent afficher sur un tableau qu'ils appellent le tableau des cons, des noms de personnalités que le lendemain, ils vont juger. Qu'un juge écrive le mur des cons et que sa qualité de juge ne soit pas mise en cause dans l'administration de la justice, c'est à mes yeux déjà le sommet possible de la décadence de la valeur professionnelle. Alors à côté de ça, j'ai voulu, c'est la dernière fois que nous nous voyons avant les vacances, j'ai voulu vous parler de ce qu'est le concept chez nous de tzedek. Le concept chez nous de tzedek, comme je disais en introduction, n'a pas d'équivalent en hébreu, ça veut dire autre chose. Et comme vous le savez, pour comprendre le sens d'un mot en hébreu, il faut chercher le premier usage de ce mot dans la Torah. C'est une règle qui n'est pas seulement une règle dans le monde religieux, c'est une règle d'exégèse, c'est une règle qui est en pratique par tous les philologues israéliens dans l'hébreu. Quand on veut avoir le sens profond d'un mot, on cherche où il est utilisé pour la première fois. Le mot tzedek est utilisé à propos de Abraham Avinu. Abraham Avinu, notre ancêtre Abraham, qui est le père de l'ensemble de la civilisation occidentale, qui est le père
de l'itinéraire tracé vers un monde réussi de bonheur humain, qui est le père de l'ensemble des valeurs fondamentales sur lesquelles l'Occident repose, acceptées aujourd'hui, il faut bien le dire, par des milliards d'êtres humains, c'est-à-dire pas seulement nous juifs, mais les chrétiens, les musulmans, se réfèrent à ce qu'a dit et voulu faire Abraham Avinu, et ça se résume dans la formule suivante qui est dans Bereshit, la asot, tzedaka ou mishpat. La asot, faire, tzedaka, la justice est au féminin mais c'est le même sens, tzedaka ou mishpat, faire la justice et le droit. La justice et le droit. On peut se demander quel est le rapport entre le mot justice et le droit. Ce n'est pas mon propos, on peut peut-être en parler tout à l'heure, mais je ne veux pas me disperser. Donc, quand on dit la sot tzedaka ou mishpat, c'est en quelque sorte la feuille de route que donne Abraham Avinu pour la réussite de la civilisation à construire. La civilisation à construire a comme épine dorsale tzedaka ou mishpat. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut réussir. Et ensuite, tout le reste, le Derech Eretz, la Torah qui nous est donnée au Sinaï, la Torah Shebal Peh, tout le reste est destiné à constituer le mode d'emploi pour mettre ce projet en œuvre et pour réparer le monde et le réparer par la politique. Et à cet égard, comment faire? Nous avons aussi dans la Torah une autre formule de référence impérative, je dirais même impérieuse, c'est tzedek, tzedek, tirdof. La justice, tu poursuivras. La justice, pourquoi le texte répète-t-il 2 fois tzedek? Il y a de nombreuses explications. Je vais vous donner celle qui m'interpelle le plus. L'explication classique, c'est que tzedek, c'est la justice, et la répétition fait référence aux moyens mis en œuvre pour atteindre la justice. Et cette idée-là, je voudrais un petit peu vous la développer. Nous vivons dans un système dans lequel la justice et les moyens mis en œuvre pour réaliser la justice ne sont pas du tout cohérents. Ce qui est exigé par la Torah et par l'enseignement de nos maîtres depuis toujours et pour toujours, c'est qu'on ne peut réaliser une action de tzedek, de justice, que si l'on utilise des méthodes qui sont elles aussi les méthodes du tzedek. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de justification de méthodes scandaleuses, de méthodes immorales, de méthodes non éthiques pour prétendre réaliser un objectif moral. Ça, là, nous avons quelque chose qui est assez essentiel. Et je voudrais encore ajouter, parce que ce que nous allons faire ensemble, c'est passer en revue un certain nombre de halachot, un certain nombre de règles qui illustrent ce qu'est cette conception juive du tzedek. De toute façon, on peut aussi dire que on ne réalise pas le tzedek par la mystique, par des états d'âme, on réalise la mystique par le respect du mishpat, c'est-à-dire le respect des mitzvot et l'encadrement, les balises
de notre comportement dans la vie quotidienne. Les caractéristiques globales, avant d'aborder des exemples, sont d'abord l'inconditionnalité de la justice. On ne peut pas, on ne doit pas faire de concessions quand il s'agit du culte de la vérité. On ne doit pas non plus avoir de faiblesse par pitié pour favoriser le pauvre. On ne doit pas favoriser le pauvre en consacrant une injustice au profit, on ne doit pas créer une injustice au profit du pauvre et au détriment de son adversaire qui peut être un possédant. Et en effet, dans notre civilisation, et dans toute la propagande aujourd'hui anti-israélienne, antisémite, dans toute une mouvance de pensée bien pensante, qu'est-ce qui se passe? On essaye, on cultive une sorte de religion de la victime qui est sublimée, et pour cette victime sublimée, on accepte de protéger cette victime sublimée par des actions qui sont des actions injustes. Par exemple, et aura des pâquerettes pour aller très vite, le terrorisme, ceux qui justifient le terrorisme l'expliquent, le justifient par le fait de défendre des victimes qui sont sublimées et qui sont sublimées au détriment de la justice. Pour nous juifs, c'est quelque chose qui est totalement impossible. L'éthique, la morale se trouve dans chaque mitzvah, dans chaque halakha, et c'est le chemin qui nous est indiqué. Alors, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire en termes de généralité, mais c'est plus intéressant de regarder des halakhot, de regarder des textes. Alors, les textes que je vous ai choisis et que Marc a la gentillesse de présenter, ce sont des textes de Mishneh Torah. Mishneh Torah, vous savez certainement que ça veut dire répétition de la Torah, si on veut. C'est l'œuvre de Maïmonide. Maïmonide qui a fait une énorme compilation. Pardon ? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? On ne me voit plus? Allô? Ils ne me voient plus, ils ne m'entendent plus. Non? On vous voit très bien. On t'entend très bien. On t'entend très bien, Charles. On t'entend parfaitement. Ah bon, alors je reprends où j'étais. Je vous disais que, je vous proposais qu'on regarde des halachot pour bien comprendre le mécanisme juif, le mécanisme de la Torah, pour organiser cette justice et l'insérer dans notre vie quotidienne, dans la vie de la nation juive. D'abord, nous avons... Ah oui, j'étais en train de vous dire que les textes qu'on va regarder sont ceux de Maïmonide, dans Mishneh Torah, dans la partie qui sont les Hilchot Sanhedrin, et où on parle des Mishpatim, où on parle de l'organisation de la justice. Alors d'abord, première halakha, si Marc veut bien montrer le texte, c'est Mitzvat Aseh Shel Torah, le manot, shoftim veshotrim, bechol dina umdina, chol pelech ufelech, shenema, shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Alors, c'est une mitzvah d'avoir des juges et des policiers dans chaque ville régionale. Et bon,
l'organisation judiciaire, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux retenir comme étant un principe majeur, c'est que la Torah demande qu'il y ait des juges et qu'il y ait une police, et que les policiers soient dépendants du juge, que la justice soit rendue par le juge, l'évaluation de ce qui est juste doit être fait par les juges, et les policiers ont pour obligation d'aller dans les marchés, vérifier les poids, enfin, repérer ce qui est injuste, mais sans sanctionner et amener au juge. V'chol ma'asehem al pi hadayanim, lisons-nous dans le texte, un peu plus loin, dans le texte que vous avez sous les yeux. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement comme obligation? Bon, ça veut d'abord dire en termes, en langue française contemporaine, une séparation du pouvoir. Le pouvoir du juge et le pouvoir, la police est un pouvoir, un démembrement de pouvoir exécutif, c'est complètement séparé. Mais ça veut encore dire autre chose. Ça veut encore dire autre chose. Ça veut dire que la justice doit être entièrement réglée par elle-même sans que ne soit fait appel à ce que la police peut lui apporter. Alors, je donne un exemple concret qui va vous renseigner tout de suite sur ce que je veux dire avec précision. En France, si je vais à la police et si je dis « Monsieur Dupont a commis tel délit, il m'a frappé ou il m'a volé », qu'est-ce qui se passe? Il y a une enquête qui est faite contre ce monsieur que je viens d'accuser. Dans le système de la Torah, à cause de Shoftim et Shotrim, on a un système différent. Si je viens me plaindre, on commence par faire l'enquête sur la validité de mon accusation avant que la personne accusée n'ait besoin de se justifier. Est-ce que ça vous parle? C'est extraordinaire comme différence de système, car en France, on a beau dire qu'il y a une présomption d'innocence, cette présomption d'innocence, elle n'existe pas dans la pratique, elle n'existe pas, parce que si je vais me plaindre, eh bien, je suis entendu, alors que la victime est tout de suite inquiétée, même s'il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit. Donc, ça, c'est un premier élément que je voulais vous souligner. Je voulais aussi vous dire, c'est un peu plus loin, c'est à la fin de la halakha Gimel. À la fin de la halakha Gimel, voilà, à la fin de la halakha Gimel, il est dit Yoshvim be'igul kemo chatzi goren kedei sheyeh harosh ro'eh et kulam. Les juges, lorsqu'ils statuent, lorsqu'ils travaillent, ils sont assis en demi-cercle. Ils sont assis en demi-cercle. Pourquoi? Pour que le président, le Roche, voit le visage de tout le monde. Autrement dit, quand les magistrats sont assis, s'ils ne se voient pas, il y a une partie de la compréhension de ce qu'ils entendent qui peut être différente, qui peut conditionner l'opinion, alors que l'exigence de la Torah, c'est que les juges se voient. Par expérience,
je peux vous dire que c'est vraiment important et intéressant. Il m'est arrivé dans la vie de siéger dans un tribunal militaire à Constantine et j'ai toujours pensé que le fait qu'on se voit lorsqu'on exprime une opinion est très importante est très important pour déterminer la conviction que l'on puisse se faire. Voilà. Autre caractéristique, les tribunaux, les Baté Mishpat, sont entourés d'élèves. Derrière les juges sont assis, derrière chacun d'entre eux, sont assis des shurot de Talmidei Chachamim. C'est dans la Halacha Zayin. Bon, ce qui veut dire qu'avant de siéger pour être un juge, on est là pendant très longtemps derrière le juge titulaire pour écouter, pour apprendre et pour acquérir de l'expérience. Voilà quelque chose qui me semble une bonne idée plutôt que d'avoir des magistrats qui sortent d'une école et qui, du jour au lendemain, sont installés dans des fonctions extrêmement graves. Autre règle, nous sommes maintenant au début du deuxième chapitre. Au début du deuxième chapitre, on nous donne... Pardon? On nous donne les caractères, on nous donne le profil socio-culturel, intellectuel et moral de ce qu'est un juge. En Mahamidin Besanhedrin, on n'installe pas un juge. Ben Begdola, que ce soit dans le grand tribunal, c'était le Sanhedrin, qui était à Jérusalem, où il y avait 71 membres, Ben Baktana, ou dans un Sanhedrin de 23 membres dans des villes régionales, ou même dans un Beit Din de 3 personnes, et là seulement Anashim, Chachamim ou Nevonim, que des hommes, Chachamim Nevonim. Chacham veut dire intelligent et sage, en gros, dans le monde de la Torah, c'est-à-dire compétent pour juger par sa connaissance de la Torah. Et Navon se réfère à une modalité de l'intelligence qui est Bina, c'est la même racine, Navon c'est sur la racine de Bina, qui est la faculté de discernement. La racine, l'origine, la première racine, c'est Bain. Bain qui donne Bina, Bain ça veut dire entre. Bina, c'est la faculté de distinguer entre, donc la faculté de discernement. Donc, on ne peut pas être un juge, quelle que soit la juridiction, si on n'a pas acquis une connaissance profonde de la Torah et qu'on soit connu pour avoir une faculté de discernement, mouflagim, c'est-à-dire remarquable, de Chochmat Torah, remarquable dans la connaissance de la Torah, et aussi Baale Dea Meruba. Et on peut traduire, pour faire une traduction libre, on peut dire ayant une culture générale. Yodim Tzat, sachant un peu, Mishar Chochmot, connaissant un peu de toutes les sciences, C'est-à-dire, alors, plus loin, il est précisé qu'on n'exige pas que chaque juge connaisse toutes les sciences, mais on demande que dans chaque Beit Din, il y ait une connaissance de toutes les disciplines qui peuvent être utiles pour la compréhension de ce qu'est la justice. Alors là, ici, le Rambam donne des exemples, que Gon Refuot, comme des
la médecine, quoi, les médicaments. La santé. Le cheshbon, les mathématiques. Utkufot ou mazalot, c'est-à-dire, je dirais, l'astronomie, les cycles, les cycles astronomiques, oui. Itztagninut. Alors, itztagninut, c'est très intéressant ce qu'on demande au juge de connaître. Je vous cherche le petit commentaire. Les commentaires que j'utilise, c'est soit, il y a deux commentaires sur le Rambam, il y a Kesef Mishneh et Lechem Mishneh, tous les deux très intéressants. Kesef Mishneh, ça a été fait par l'auteur du Shulchan Aruch. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Itztagninut? Zayin, c'est Itztagninut, Chochmat Astrologia. Il dit la science de l'astrologie, Chazon Bakochavim, le fait de dire l'avenir à travers les astres, Veyesh Megidim Atidot, la dame Alpireot Mazalot Kochavim. Enfin, ça, c'est une donnée qui a été ensuite assez largement contestée. Darke Amenonim, ceux qui prévoient l'avenir, de Kosmim, les magiciens, ou Mechashvim et les sorciers, enfin tous ceux qui utilisent des voies qui sont comment dit-on en français? Comment appelle-t-on? Les sciences irrationnelles. Il y a un mot qui ne me vient pas à l'esprit. Occulte, les sciences occultes. Les sciences occultes. Merci beaucoup. On installe dans les tribunaux que des gens qui sont Cohen, Lévi ou juifs, qui sont dignes par leur comportement d'être liés par des liens conjugaux avec des Kohanim. Voilà. Shenemar, Uvata et la Kohanim, etc., etc. Je vais encore un peu continuer. Ve'en moshvim melech Israël de Sanhedrin. Le roi ne peut pas siéger dans le Sanhedrin. Pourquoi? Pourquoi le roi ne peut-il pas siéger dans le Sanhedrin? Parce que, alors la raison qui est donnée là, c'est que c'est pour ne pas qu'il soit contesté. En réalité, si on approfondit le sujet, notamment dans la Gemara Sanhedrin et notamment dans les commentaires, il s'agit très clairement du problème de séparation des pouvoirs. C'est que le roi exerce certains pouvoirs, il est jugé par le Sanhedrin, mais il ne peut pas y siéger, parce qu'il ne peut pas être en même temps celui qui gouverne et celui qui siège. Donc, traduit aujourd'hui en termes d'organisation de la justice, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que le pouvoir judiciaire ne doit pas être phagocyté par la politique, par le politique. Ça, c'est un enseignement qui est un enseignement absolument magnifique. Alors, une autre règle qui est un peu surprenante, on dit, c'est la halakha vav, on dit que, bon, il doit être exempt de toute, il doit être parfaitement dans le sillage de la justice, mais il doit aussi, sur le plan physique, le juge ne doit pas avoir d'insuffisance dans son physique. Il ne peut pas être infirme, etc., etc. Alors ça, c'est assez surprenant. Mais la vérité est que
la Gemara, les Chachamim ont pensé que quelqu'un qui a des problèmes physiques est conditionné sur le plan psychologique dans son rapport à l'autre et par conséquent dans son aptitude à juger. Quelqu'un qui est dans une souffrance physique, qui est diminué, qui est mal dans sa peau, on pense que ce n'est pas une bonne idée qu'il soit magistrat. שופטים בצדק לא הטיית דין כלשהו שכתוב אצלך. Alors, donc, ce qu'on veut, c'est que, c'est toujours dans la Halakha Zayin, on veut que le juge soit ad shelo yeh lahem shum gnai, qu'il n'y ait rien en eux de négatif, de critiquable, lo shemra, pas de mauvaise réputation, veyeh pirkam nae, et qu'ils aient aussi un curriculum vitae de qualité. Ou bichlal, et d'une manière générale, qu'ils soient anshe chayil, qu'ils soient des hommes d'élite, sheyeh lahem, et qu'ils aient lev amitz lehatzil ashuk miyadoshko, qu'ils aient le courage, le cœur empli de courage pour sauver, pour aider l'opprimé de la main de celui qui l'opprime. Inyan shenemar, comme on donne un exemple à propos de Moshe Rabbeinu, Vayakom Moshe veYoshian, et Moshe s'est levé et les a sauvés. Ma Moshe Rabbeinu anav, et Moshe Rabbeinu a fait ça avec modestie. De la même manière, le Dayan doit être modeste. Voilà. Il doit être aussi sonné betza. Sonné betza, ça veut dire haïr, détester. Alors, betza, c'est un mot très intéressant. Il y a une page dans la Gemara, c'est tout au début, vers les pages 6, 5, 6. C'est pas un œuf, Où on dit ma betza. C'est Non, pas un œuf. non, non. Ma betza, betza signifie là-bas un profit illicite ou un profit tout simplement. Et on cite par exemple l'un des frères de Yehuda, non, c'est Yehuda, qui au moment où on voulait tuer son frère Joseph, a dit « Ma betza kina'arog et achinu ». Qu'est-ce que ça va nous rapporter de tuer notre frère? C'est-à-dire, c'est tout acte, betza, c'est la caractéristique d'un acte qui, de près ou de loin, comporte une sorte d'avantage ou d'intérêt personnel dans la commission de cet acte. Que ce soit de l'argent, af mamon shelahem, einam nivalim alav, et qui ne s'intéresse pas non plus au profit pécuniaire. Velo rotfim, il ne court pas le kabet samamon pour accumuler l'argent. Chez kolmi shehu nivhal lahon, cheser yevoenu, car quiconque court pour amasser de l'argent, eh bien, c'est probablement le contraire qui va lui arriver. Et ils doivent être anshe emet, des hommes de vérité, chez Yu Rotfim Achara Tzedek, qui poursuivent le Tzedek, mais Chamat Atzmam Bedaatam, dans leur conception profonde, dirions-nous, Ohavim et Haemet, aimant la vérité, Sonim et Hamas, haïssant la violence, ou Borchim Mikol Mine Havel, et fuyant tout ce qui est de l'ordre de Havel. Havel, c'est la faute, c'est ce qui est, c'est pas la faute. Havel, c'est ce qui est mal, c'est le mal. Havel, c'est ce qui est mal. Et Anshe Chayil, dans la Torah, c'est quand on demande que quelqu'un soit Anshe Chayil,
c'est qu'il soit d'élite, Batora, ou Bemaasim Tovim, et dans les bonnes actions, ou Bagvura, et dans l'héroïsme, dans le courage, plus exactement. Voilà, un peu quelques idées majeures. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Encore un peu de temps. Bon. Avant de donner encore quelques idées, je vais... Non, il n'y a pas de problème. Je vais à la dernière halakha de ce chapitre, qui me semble aussi une règle intéressante et qui concerne la composition. Assur la Adam, Chacham, il est interdit. Il est interdit, Assur, à un homme Chacham, chez Yeshev Badin, qu'il siège dans une juridiction, Ad Sheyeda Imi Yeshev, jusqu'à ce qu'il sache avec qui il va juger. Autrement dit, c'est une mise en garde sur le fait que dans une composition un peu à l'aveuglette, on peut se retrouver co-juge avec quelqu'un qui est là, qui n'a ni les qualités morales ou qui est là pour commettre une quelconque injustice, même volontairement. C'est pas possible. Il faut vérifier il faut que chacun soit compétent, soit moral, mais qu'il vérifie qu'il est avec des gens compétents et moraux. Shema yitztarev, de crainte qu'il ne s'associe avec des gens she'enam hagunim, qui ne sont pas convenables, venimtsa, et qu'il se trouve, bichlal, kesher bogdim, qu'il se trouve dans un cercle de traîtres. C'est la traduction littérale, kesher bogdim. On dit plus exactement et plus souvent kesher rechaim, une association de malfaiteurs, lo bichlal bedim, et qui n'est pas du tout un tribunal qu'on peut juger. Alors, si on regarde toutes ces règles et les exigences minimales, même ces deux chapitres, on n'a pas tout lu, mais quelques indications un peu à droite et à gauche, on se rend compte d'une réalité. C'est que si, depuis l'Antiquité, depuis Abraham Avinu, depuis tous les prophètes qui parlent de justice, dans le sens où on vient de l'évoquer, nous sommes différents de ce que sont les goyim, et pas seulement la justice française contemporaine. Nous colportons, il faut en avoir la fierté, nous colportons des idées, bien sûr, me direz-vous, elles ne sont pas nécessairement mises en œuvre, elles sont idéales, mais cet idéal, il ne faut pas s'en départir. Nous colportons des idées qui sont fondamentalement différentes de ce qu'est la justice chez les goyim, en particulier la nôtre, qui est d'origine romaine. Pardonnez-moi de raconter des histoires personnelles, mais au temps de ma jeunesse folle, j'ai fait pendant 2 ans du droit romain avec un professeur qui était un romaniste éminent, et j'ai fait pour lui un travail de comparaison, un mémoire de comparaison entre nos institutions, entre la Mishnah, de manière précise, entre ce qu'on trouve dans la Mishnah et ce qu'on trouve dans le Code de Théodose. Ce n'est pas exactement contemporain, mais c'est dans la même mouvance intellectuelle où on a voulu, tant chez les Romains que chez nous, codifier.
Chez nous, on a voulu codifier pour que la tradition orale ne se perde pas, à un moment où elle était gravement en danger. Je vous rappelle qu'au IIe siècle, nous étions dévorés par la passion de l'hellénisme et puis par le développement des chrétiens. Les chrétiens, c'était à cette époque-là une variété de juifs, mais la déjudaïsation était telle que nous avons perdu beaucoup de juifs qui sont devenus des chrétiens. Il faut vraiment rappeler à notre entourage que les premiers chrétiens n'étaient pas autre chose que des juifs. Alors, dans cette période de comparaison, j'ai tiré un certain nombre de conclusions qui sont très simples. C'est que chez nous, Tzedek, Tzedek Tirdof, le but de toutes les institutions, de toutes les mitzvot, c'est la justice, alors que depuis l'origine du droit romain, depuis les 12 tables, depuis l'édit du prêteur, dans l'évolution du droit romain, ce qui était important, c'était de protéger l'ordre social, de protéger le pouvoir, alors que pour nous, juifs, la Torah, les mitzvot et le droit et le mishpat et le tzedek ne sont pas destinés à protéger ni le pouvoir, ni le roi, ni les uns, ni les autres, mais à protéger la justice dont on ne doit jamais, à travers un certain nombre de règles, s'égarer, s'éloigner. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Mes 3/4 d'heure sont remplis et je vous remercie pour votre attention, mais je suis bien disponible et volontiers pour répondre aux questions si vous en avez. Oui. Merci Charles. Nadine? Oui, j'ai juste une question, Charles, par rapport à l'insuffisance du physique. Est-ce que, enfin, dans le droit courant, maintenant, ça serait de la discrimination? Est-ce que c'est toujours d'actualité chez nous? Là, sur ce plan-là, c'est la halakha. Aujourd'hui, ce serait de la discrimination. Oui, peut-être, on pourrait dire, ah oui, on discrimine un tel parce qu'il est infirme. Mais la Torah, justement, la réponse est que la Torah privilégie le souci absolu de justice en pensant que quand un infirme siège, il n'a pas la même appréciation d'un certain nombre de faits que quelqu'un qui est dans son intégrité physique. Merci. Même pour les Kohanim, je crois. Hmm? C'est la même chose pour les Kohanim ou pour celui qui monte à la Torah. Oui. Je crois que celui qui a une déficience physique aussi ne peut pas y monter, ne peut pas être Kohen, Gadol, non? Ah non, absolument, absolument. Il y avait aussi des dynimes qui concernaient l'intégrité physique. Absolument. Absolument. Ce qu'on peut quand même c'est vrai que c'est quelque chose qui nous choque lors de la première lecture. Aujourd'hui, comme vient de dire Nadine d'ailleurs, c'est perçu comme étant une injustice, comme étant une discrimination. Moi, je pense que les Rachamim ont raison parce que la condition physique a une importance sur le comportement psychologique. Tout dépend du problème physique, en fait, oui. aussi. Oui, évidemment. J'ai des questions que j'aimerais poser, Charles. Oui, Michel. Oui, pardon. Oui, je voulais te poser la question On suivante. t'entend pas, Michel. On t'entend pas. Tu m'entends pas? Enlève ton casque parce qu'on t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Non, ça c'est très mauvais. Mince alors. Je sais pas, j'ai pas meilleur micro que celui-là. Je n'ai pas meilleur micro que celui-là. Ça va être très... Il est saturé, le son est trop fort. Pardon? Le son est trop fort, il est saturé. Ta voix est saturée. Le son est trop fort. Ah oui, ok. Le son de mon micro est trop fort. Mince, donc je récupère ça. Il faut que je parle plus doucement, au contraire.
On t'entend pas. On n'arrive pas à t'entendre, Michel. Désolé. Ah, mince. Bon, je vais essayer de trouver un autre système. Je passe mon tour, je vais essayer de trouver un autre système. Pendant que je vais faire du micro de. Si je me ça. Attends, c'est terrible. Est-ce que si je me sers du micro de. Peut-être. Alors, en attendant que Michel arrive à trouver une solution, je voudrais faire observer que les problèmes psychologiques ne sont pas du tout considérés dans la FA, alors qu'ils ont certainement une incidence aussi forte que les problèmes physiques. Quelqu'un qui serait déséquilibré pour Ah bah oui, raison, évidemment. voilà. Mais ça ne fait pas partie des critères, ce que nous appellerions déficience psychologique ou une anomalie, pas forcément psychiatrique, mais psychologique, ne fait pas partie des règles de la halakha. Je tente ma chance, est-ce que vous m'entendez? Oui, Mieux? oui. Oui, mieux. Je vais essayer, pardon, de ce problème technique. Je voulais, Charles, revenir sur le dernier exemple que tu avais cité. Alors, j'ai pris des notes pour bien me rappeler. Ça concerne le choix des personnes qui sont à côté Oui. d'un juge qui est dont on sait que c'est une personne religieuse, instruite, capable, etc., et qui doit s'entourer ou qui ne peut pas siéger s'il n'a pas à côté de lui des gens qui sont compétents et qui sont moraux, tels que tu l'as dit. Donc la question que je te pose est, quel est le regard que pose la Torah sur les jurys populaires en France, dont les membres ne sont sûrement pas, comment dirais-je, choisis pour leurs compétences. On prend des gens dans le peuple, et il peut y avoir tous les niveaux d'intelligence, de compétences. Comment est-ce que c'est vu par la Torah? Alors, d'abord, ce genre de composition n'existe pas dans le système de la Torah, c'est-à-dire prendre au hasard, tirer au sort des gens pour les faire siéger, ça n'existe pas. En revanche, dans la Torah, dans les dinim, dans la halacha, dans le Beit Din, qui était sur des questions importantes, les questions de vie et de mort, par exemple, ils étaient accompagnés d'abord, les gens se connaissaient, il fallait que les gens se connaissent, il fallait qu'ils soient de bonne réputation, et il y avait une sorte de cooptation. Il y avait une sorte de cooptation, c'est-à-dire que quand un juge perdait, ne pouvait plus remplir ses fonctions, eh bien, il était remplacé par l'élève qui était assis derrière lui. Donc, de toute façon, c'est un peu un jury populaire. Mais c'est un jury populaire entre des gens qui savent et pas au hasard. D'accord. D'accord. L'autre question que j'aurais aimé te poser, c'est quel est le regard que tu poses sur tel que je le vois, moi, me semble-t-il, sur la dérive de notre société qui consiste à remettre entre les mains des juges de plus en plus de responsabilités. On leur remet entre les mains où eux les prennent et se mêlent de plus en plus de choses qui ne devraient peut-être pas concerner la justice. Par exemple, Écoute, si on prend un exemple, le premier qui me vient en tête, un petit peu politique, en marge, quand on pense au sort qui a été fait à M. Fillon, dans l'histoire, on est bien d'accord. l'instruction. C'est l'intrusion, c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas confiance dans la justice, c'est l'intrusion de la politique dans la justice, et notamment dans le recrutement des juges, qui est, on peut dire sans exagérer, que l'école de la magistrature est un bastion du gauchisme. Oui, tout à fait. C'est tout à fait comme ça. C'est très triste et c'est très
très grave. Oui, c'est grave. Voilà. Mais ça peut changer. Je viens Bonne question. Est-ce que ça peut changer? cette semaine de vivre un échec dans une affaire que j'ai à cœur, et que d'ailleurs ce n'est pas terminé, je n'ai pas abandonné. Je poursuis l'État iranien devant le tribunal de Paris en exéquatur d'un jugement américain qui établit, la justice fédérale américaine établit que l'État iranien a soutenu une opération de terrorisme à Jérusalem qui a notamment tué un bébé dans une famille Brown, etc., etc. C'est jugé par la justice fédérale américaine. Je demande l'exéquatur. Eh bien, le juge français, écoutez bien ce qu'il a dit, parce que ça va être, je vais faire des commentaires, je vais en faire un peu quand même ce qu'il faut pour que ce soit connu. Le juge le juge de la procédure, enfin ce qu'on appelle le juge de la mise en état, a rejeté le recours. C'est pas le tribunal, c'est le juge d'abord, a rejeté le recours en disant textuellement que le soutien du terrorisme fait partie des attributs de l'État et que par conséquent, comme ça fait partie des attributs de l'État, il faut mettre en œuvre l'immunité diplomatique et par conséquent l'impunité. N'importe quoi. Noir sur blanc. N'importe quoi. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. C'est terrible. Il est bien évident que ce genre de point de vue, où en quelque sorte de laxisme vis-à-vis du terrorisme, c'est dû soit à la psychologie, soit à la politique. Voilà. Les deux. Vous verrez ça dans la presse dans les jours qui viennent. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je peux te poser encore une question, Charles? Avec plaisir. Pour se recentrer sur la Torah, un petit peu en se rapprochant d'Israël, oui. Qu'est-ce que tu penses, au regard de ce que tu viens de nous expliquer, de la Cour suprême en Israël? Alors, est-ce qu'elle est dans le chemin de la Torah que tu viens de nous dire? Est-ce que le fonctionnement suit les règles que tu viens de nous ou est-ce que la Cour suprême outrepasse les droits? Je comprends. Alors ça, c'est un sujet en soi, parler de la Cour suprême. D'abord, il faut rappeler que le droit israélien comporte une règle, une loi dite fondamentale, dont l'initiative était celle de Menachem Begin, qui dit qu'en l'absence ou en l'insuffisance d'une disposition de la loi israélienne, il faut aller chercher dans la halakha. C'est dans le droit israélien. Malheureusement, j'aime le rappeler parce que c'est vraiment Begin. Begin, c'était un grand homme, mais aussi un grand juif qui comprenait, qui savait et qui a introduit cette disposition. Alors maintenant, le droit israélien et la justice israélienne ne sont pas une justice juive. C'est clair, ce sont des juifs, mais l'organisation judiciaire n'a rien à voir avec l'organisation prévue par la Torah, ni de près ni de loin. Ceci étant, la qualité générale des juges et de la justice rendue en Israël est globalement de très bonne qualité, à la fois technique et morale. Je crois que les juges sont plutôt globalement de bonne qualité et que leurs décisions sont des décisions bien rendues. Alors, la Cour suprême. Alors, la Cour suprême est un peu à l'image de la Cour suprême aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle est quand même et ouvertement politique par nature. Je rappelle que le Beit Mishpat Elyon a plusieurs fonctions. D'abord, c'est la cour d'appel,
puisqu'il n'y a pas il n'y a pas trois de juridictions comme en France, le tribunal, la cour et la cour de cassation. La Beit Mishpat Elyon, c'est donc quelque part et quelquefois un juge d'appel, c'est quelquefois un dernier recours, et c'est aussi quelqu'un qui fixe des principes jurisprudentiels, mais qui sont acceptés par tout le monde. Alors, en particulier, globalement, sur le droit courant, c'est vraiment de bonne qualité. Il y a un domaine dans lequel il y a des discussions à cause de la politisation, c'est le problème du rapport aux Palestiniens. Rapport aux Palestiniens. Je veux vous dire que la Cour suprême est encombrée, je dis bien encombrée, de recours de Palestiniens. Alors, les recours des Palestiniens plongent Israël et sa justice et la Cour suprême dans un dilemme. Ou bien on protège la sécurité d'Israël au détriment quelquefois des droits de l'homme, ou bien on protège les droits de l'homme et ça crée des problèmes de sécurité. Vous êtes avec moi? Vous suivez, vous voyez tout à fait de quoi il s'agit. Donc, il y a un problème de curseur. Et dans une conférence que j'ai faite au Sénat, à un groupe au Sénat, j'expliquais que le curseur de la Cour suprême favorise aujourd'hui les Palestiniens. Il y a beaucoup plus de protection des droits de l'homme invoqués par les Palestiniens plutôt que le souci de sécurité, bien que, dans un certain nombre de cas, la sécurité prévaut. Voilà. Mais les droits de l'homme, la réputation internationale de l'État d'Israël, protecteur des droits de l'homme, c'est quand même quelque chose qui existe. C'était assez intéressant au Sénat, parce que bon, j'ai en particulier développé ce qu'était la jurisprudence du Bagatz. Le Bagatz, c'est un démembrement de la Cour suprême. Bagatz, ça veut dire Beit Mishpat Gavoa Letzedek, qui est comme l'ombudsman dans les pays nordiques ou comme en Angleterre. Cette composition de la Cour suprême accorde une importance grande aux droits de l'homme. Et notamment, à propos du mur que nous appelons la cloison, et que les anti-israéliens appellent le mur, l'apartheid, etc., eh bien, la Cour suprême a souvent obligé le gouvernement israélien à déplacer la cloison, en cherchant cependant à respecter. Mais c'est un problème très, très difficile. C'est un problème très, très difficile. Je crois que nous, Juifs, l'État d'Israël, même si ce n'est pas la Torah, dans l'organisation, nous devons veiller à être des êtres humains, à respecter le droit, à respecter la morale, à respecter un certain nombre de principes et veiller à ne pas devenir les sauvages contre lesquels nous sommes obligés de lutter. Exact. Parce que si nous violons les droits fondamentaux de l'homme, si nous faisons n'importe quoi, alors nous devenons comme les autres. Et nous ne devons pas être comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Voilà. Autre question? Magnifique. Merci. Merci Charles. C'était magnifique. Ce soir. Merci beaucoup. Et donc, si je comprends bien, c'est la dernière séance avant les vacances. Donc, on se retrouvera en septembre ou en octobre en fonction Voilà. Bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci Charles. Merci Charles. Merci. Nous entamons la période de 3 semaines depuis hier, puisque hier c'était Shiva Asar B'Tammuz. C'est une période où on s'efforce de reconstruire
déjà dans la fictivité le Beit Amikdash, c'est-à-dire la justice. Voilà, bonnes Merci vacances. beaucoup.